Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024, donc l'année se termine. Je suis même pas sûr de pouvoir faire une émission la semaine prochaine. En tout cas, je tenais absolument à faire une aujourd'hui pour d'abord vous souhaiter à tous, à chacun, un joyeux et saint Noël, et non pas des fêtes de fin d'année, c'est Noël que l'on va fêter. Et je voulais aussi en profiter pour inviter beaucoup de monde dans cette émission que vous avez déjà vu, qui sont déjà passés une fois, deux fois, trois fois, 10 fois peut-être pour certains, et qui étaient disponibles pour venir avec nous vous souhaiter ce joyeux Noël, et puis également parler de cette année qui se termine, ces multiples rebondissements, ces nombreux gouvernements qui se sont succédés, ces multiples ministres de la Santé, et c'est pas fini. On est en train de voir des choses jolies qui se passent, parce que ne doutons pas que sur le plan politique, même si les choses sont un petit peu compliquées en ce moment, il faut forcément y avoir du dénouement heureux, n'en doutons pas, de toute façon, parce que c'est nous qui allons le faire, ce dénouement, nous, les citoyens. Et donc, que va devenir 2025 ? On n'en sait rien, mais on peut avoir quelques petites idées, quelques petites espérances, des craintes aussi peut-être, et c'est là-dessus que je vais faire intervenir chacune des personnes qui sont là, que vous avez vu passer sous les noms sous l'écran en bandeau. Certains ne sont pas encore arrivés, ils nous joindront en cours de route. D'autres qui sont déjà ici vont devoir partir avant la fin de l'heure prévue. Mais on va les faire rentrer tous en même temps et ce sera un vrai plaisir pour nous tous de vous souhaiter un très joyeux Noël. Allez, venez les amis. Alexandrine, coucou. Bonjour. Quel plaisir. Bonjour à tous. Merci. Allez, les suivants, tout le monde en pagaille. Professeur Trito, bonjour professeur Trito. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde et grand vœu pour Noël. Et on va continuer. Vincent Religuet qui est ici, qui nous quittera avant la fin, qui a du travail. Bonjour Vincent. On accueille également le docteur Philippe Brie. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Merci de ton invitation, Eric. Écoute, avec beaucoup de joie. Le docteur Tiffaine Pazol. Tiffaine, bonjour Tiffaine. Quel plaisir de te revoir à nouveau. On se voit quasiment tout le temps cette fois-ci. Une fois par semaine. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Et bonjour. Très doux et paisible Noël à tout le monde. Merci. Très bien. Donc, vous voyez, les amis, ce que je souhaitais, c'est que vous puissiez me donner un peu vos impressions sur 2024, ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu. Quels ont été les moments les plus importants peut-être pour vous, les plus douloureux, et puis après on passera à 2025 parce qu'il ne faut pas s'éterniser sur ce qui est parti, mais faire attention à ce qui vient. Vincent, je voudrais te laisser la parole en premier. Alors la politesse voudrait que je te parler des dames d'abord, mais tu as des impératifs. Écoute, tu me demandes ce que je pense de 2024, c'est embêtant comme question, parce que j'ai l'impression qu'on a vécu une époque transitoire entre la Covid, la folie, et puis peut-être la sortie du tunnel 2025, 20 janvier. Donc ça a plutôt été une année, à mon avis, sur le plan sanitaire, qui a pas servi à grand-chose. En ce qui me concerne personnellement, ça a été une année parfaitement dure, puisque j'ai continué à avoir des procès qui se sont accumulés de la part du Conseil national de l'ordre des médecins, de la part de la Sécurité sociale française, de la part du fisc, puisque maintenant, ça y est, je vous le dis, je suis un charlatan qui a escroqué la Sécurité sociale
depuis des années, peut-être 10 ans. Donc j'attends maintenant un procès pénal, parce qu'on me promet que je serai déféré devant un procureur pour que l'on me punisse d'avoir soigné sans discontinuer pendant 12 ans. À 0 plainte et un taux de résultat positif qui affleure les 90%, et que quand la Sécu a fait son enquête, a préféré dissimuler dans le secret dans le secret du service, pour ne pas donner le taux de satisfaction des patients que j'ai soignés pour arthrose et hernie discale. Donc ça en dit long sur le niveau de malhonnêteté du système. Bon, moi j'attends demain avec impatience, j'attends le 20 janvier, je suis comme vous tous. Je suis persuadé qu'il va se passer des choses extraordinaires, et comme d'habitude, ça va venir des États-Unis. Ce qui vient de désagréable ou d'agréable vient maintenant, on a l'habitude, d'Amérique du Nord. Donc voilà, moi j'ai passé une année, alors sur le plan personnel, j'ai passé une année excellente, j'ai sorti 2 livres, il y en a un qui est même en rupture de stock, donc voilà, je suis absolument ravi de l'accueil que me fait le public sur les 2 publications que j'ai mis en librairie cette année. Voilà. Sur l'iode qui est rupture. Alors il y a le bouquin sur l'iode qui a très bien fonctionné dès le départ, dès le mois d'avril. Et puis, celui qui est en rupture de stock, c'est celui pour lequel l'éditeur voulait faire un coup pour Noël. Il n'y en a plus à la vente, alors vous ne ferez pas de coup. Donc ça, c'est un bouquin sur l'utilisation du bon sens pour être en forme. Et encore une fois, je ne dis pas des produits naturels pour se soigner. C'est le bon sens pour rester en forme. Donc on parle de vitamine C, de vitamine D, on parle de la consommation d'œufs. Je parle beaucoup des Italiens qui consomment beaucoup d'œufs tout le temps, dans tout. Bon, ça fait pas d'eux des gens qui meurent plus vite que la moyenne. Donc la toxicité de l'œuf, la toxicité cardiovasculaire de l'œuf, quand on regarde la santé florissante des Italiens, ça saute pas aux yeux. Donc professeur Trito, bravo, bonjour. Je suis sûr que vous mangez beaucoup d'œufs de bonne qualité et je vous félicite. Voilà. Je prends des œufs depuis longtemps. Je salue tout le monde. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je recommande à chacun tes bouquins. C'est pas pour te faire de la pub ni quoi que ce soit, c'est simplement qu'ils sont vraiment remarquables. J'ai appris beaucoup de choses sur l'iode, et tous les autres bouquins avec le bon sens médical près de chez vous, c'est absolument à commander, à recevoir et à donner. Alors, j'espère que le stock va se renouveler quand on est leader, va multiplier les impressions là, maintenant. Si quelqu'un veut intervenir sur ce qu'a dit Vincent, n'hésitez pas. Je veux bien, Eric. Oui. Je salue en direct donc Vincent Reliquet, parce que vraiment, ton livre sur l'iode, je l'ai lu, relu, appris par cœur, en diagonale, en travers. Je l'ai recopié et ton éditeur peut déjà faire 3 fois plus, parce que je le recommande systématiquement. Tu vas faire des cauchemars, toi. Il est vraiment excellent. C'est pour moi la découverte, enfin une des découvertes médicales importantes de l'année. Donc je te remercie à la fois pour le sujet, la façon dont tu l'as traité, les précisions. Vraiment un grand bravo pour cet ouvrage. Je ne connais pas encore les autres, mais merci Philippe, merci beaucoup. En tout cas, merci Vincent, et puis on t'espère un de ces 4 aussi à nouveau dans cette émission pour des thèmes qui te passionnent et qui nous passionneront aussi. Et puis, on suivra aussi avec attention toutes tes déboires judiciaires, parce qu'on n'a pas l'intention de te laisser gérer ça tout seul. Même si tu es un grand garçon, on a bien l'intention d'être là et de te soutenir. Tiffaine, je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé de 2024, tes grandes découvertes, et puis tes espoirs pour 2025 ? 2024, pour moi, ce qui a été marquant pour ceux qui me suivent, c'est je relayais, parce que je suis en lien avec pas mal de monde aux États-Unis, je relayais les auditions au Congrès, mais également au Sénat américain. Donc, j'étais contente que le rapport de la Chambre sorte, enfin, du sous-comité de la Chambre sorte sur les origines du Covid, sachant que c'était bipartisan, il y avait des républicains et des démocrates, et sachant qu'ils ont quand même on leur a mis beaucoup de bâtons dans les roues, en particulier des scientifiques véreux avec des publications mensongères qui sont toujours pas rétractées.
Donc, ils ont quand même fait le job. Alors, j'en attendais ni plus ni moins. C'est-à-dire que j'étais contente que quand même ils pointent du doigt l'origine du virus comme sortant d'un labo. J'étais contente qu'ils pointent du doigt les financements qui sont essentiellement américains. À mon sens, ils sont encore un peu trop en mode ah ouais, mais c'est quand même la Chine les méchants. J'y crois pas du tout. Et bien sûr que je suis déçue, mais j'en attendais pas moins par la conclusion que les vaccins ont sauvé des millions de vies, mais je pense qu'ils pouvaient pas faire tellement autrement. Donc pour tout vous dire, j'attends beaucoup plus en fait du rapport du Sénat américain, qui lui a priori est prévu pour 2025, puisque les auditions, y compris les témoignages sous serment, ne sont pas terminés. Sachant que là, on va avoir un Sénat républicain à vraie majorité républicaine, alors que jusque-là, on avait un Sénat avec une majorité républicaine de 1 sénateur, donc c'est quand même pas beaucoup. Donc ça, pour moi, c'est le truc, parce que c'est vrai que je suis ça depuis longtemps, donc c'est le truc de 2024 que j'attendais un peu pour souffler, puisque moi, je parle de tout cela depuis le début, en fait. J'en ai pris plein la figure pour avoir osé dire tout ça. Du coup, peut-être qu'il y en a certains qui vont arrêter de raconter que le Covid est qu'un rhume, hein, parce que moi, je ne connais pas de gens qui mettent autant d'argent pour fabriquer un rhume. Il faut se dire qu'on n'a pas fini avec cette bête. Donc, j'espère que plus ça va aller, plus les gens vont rester informés de façon à ne pas ni être flippés, mais ni minimiser la chose. Je suis contente de voir que les campagnes de vaccination ne fonctionnent pas très bien en France, n'est-ce pas? Sachant qu'ils sont en train encore de nous pondre des nouvelles choses magnifiques. Donc, tenez bon les gens, tenez bon, informez vos proches. Voilà, sur le plan personnel, cette année, certains savent que ça a été très difficile aussi. Parce qu'il y a encore plein d'autres choses, vous savez, qui vont sortir. Moi, j'attends que bien sûr, on refasse une réévaluation du réel bénéfice-risque et correctement de tous les vaccins infantiles. C'est urgent. J'attends également beaucoup qu'on avance sur la maladie de Lyme dont je suis atteinte. Et en cette fin d'année, tu le sais, Eric, hein, j'ai quand même le beau cadeau de pouvoir collaborer avec Sabine Azan depuis quelques temps maintenant, mais un peu plus concrètement, puisque Sabine est une amie depuis peu, avec des vrais projets dont tu fais partie, et merci. Voilà, donc qu'on revienne à de la médecine qui soit en lien avec le terrain et avec la science, avec des choses de bon sens qui ne sont pas forcément toujours l'intérêt de Big Pharma, mais c'est pas grave, l'intérêt c'est celui du patient, c'est ce qui compte pour nous tous, je pense. Donc je fais pas de politique, donc j'attends pas tout des États-Unis. Je pense qu'on aura bien sûr un effet non pas boomerang, mais ricochet. Mais pour autant, ça va pas être les sauveurs du monde non plus. Donc il faudra qu'on se bouge sérieusement le popotin, nous aussi. Parce que ce que je constate quand même, c'est que la France est quand même très molle. Bon, en même temps, ça part dans tous les sens dans ce pays, et particulièrement en politique, donc c'est pas facile non plus pour les gens de se bouger, mais va falloir qu'on se bouge, tous, plus que ça. Voilà. Merci Tiffany. Oui, tu as raison, c'était une année assez difficile pour toi, j'ai bien suivi tout ça, mais aussi pleine d'espoir pour 2025 grâce à ce traitement de Lyme dont on espère beaucoup, et cette collaboration avec Sabine Azan et tout le travail de son équipe des projets Nabium qu'on va suivre de très très près. Sabine avait fait une émission avec nous il y a quelques temps, et je te remercie encore ici, directement à l'antenne. Je te l'avais fait en privé, je le fais à l'antenne. Je te remercie pour le contact que tu m'as permis de faire avec Sabine, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, une véritable tornade, mais une tornade vivante, hein, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ses ambitions, de ses désirs pour soigner les gens, et c'est vraiment extraordinaire le travail qu'elle fait. Je voudrais faire réintervenir Philippe parce que tu as parlé des vaccins infantiles. Et Philippe a sûrement un petit quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, c'est mon grand sujet, c'est mon cheval de bataille depuis maintenant presque 40 ans. Donc effectivement, je rejoins Tiffaine. On attend avec impatience que la vérité éclate
non seulement sur le vaccin Covid, qui est quand même une évidence, puisqu'il suffit de regarder les courbes de mortalité. La mortalité a explosé depuis exactement, non pas le Covid, mais la vaccination pseudo-Covid. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais, en tant que pédiatre, en tant qu'ancien pédiatre, j'ai été particulièrement concerné par les effets des vaccinations chez les tout-petits, qui se sont aggravés au fur et à mesure que l'on amplifiait le programme vaccinal avec toujours plus de vaccins, toujours plus de valences multiples, et les effets sont absolument calamiteux. Notre belle jeunesse paye un lourd tribut. Donc je reviendrai sur ce sujet. Il y a une conférence que je donne à Nantes le samedi 11 janvier qui sera dédiée aux vaccinations en général et aux vaccinations de l'enfant en particulier. Sinon, pour faire un tour d'horizon comme vous l'avez fait sur l'année écoulée, moi je retiens qu'à un moment donné, les pervers qui nous gouvernent se sentent tellement en force par orgueil et aveuglement spirituel qu'ils ne se cachent même plus. Et donc on a, avec notamment la cérémonie des JO, pu voir le vrai visage de ces mondialistes, qui est avant tout une lutte contre le bien, représenté pour moi par le christianisme, les valeurs morales du christianisme. Donc là, l'ennemi ne se cache plus, et on en a la confirmation à travers le programme EVARS, ce programme scolaire qui prévoit la corruption dès la maternelle, avec un enseignement de la sexualité à la sauce mondialiste, des plus abominables, et qui vise à salir, à corrompre, à perturber les plus jeunes. À titre personnel, bien sûr, l'année pour moi a été marquée par le procès, enfin l'audience en appel le 25 novembre dernier, d'une affaire qui date maintenant depuis juin 2015 et dont j'espère une épilogue heureuse le 21 janvier prochain. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Très bien, merci de nous en tenir au courant. Je voudrais faire intervenir Alexandrine. Alexandrine, ça fait un petit bout de temps qu'elle n'est pas venue dans cette émission. On a des contacts ensemble très réguliers, mais en privé. J'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu, notamment de cette année, comment ça s'est passé pour toi, de ton projet, puisque tu as un dispensaire dans les Landes qui s'appelle Landema, et puis ce que tu as l'intention de développer éventuellement pour 2025. En tout cas, ce qui me ferait plaisir, c'est non seulement que tu nous en parles maintenant, mais qu'on prenne plus de temps plus tard d'en reparler dans cette émission, parce que en matière de soins, tu as beaucoup de choses à apporter, et comme les gens ont de plus en plus de mal avec la médecine médicamenteuse, toi, tu as vraiment autre chose à proposer, et je peux témoigner que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je te laisse la parole et j'espère bien que tu viendras nous en parler. C'est gentil, merci. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus sur une médecine holistique qui prend en charge la personne dans sa globalité. Et que le projet que j'avais, donc maintenant qui est abouti, de dispensaire naturel, prend doucement. Mais moi, à mon niveau, ce que je peux constater, et je ne vais pas revenir que sur 2024, mais même les années précédentes, quand je faisais de l'hypnose spirituelle de régression, à un moment, j'ai eu une grosse explosion en fait de réveil de gens qui peuvent être thérapeutes, passeurs d'âme, de guérisseurs, de barreurs de feu, de médiums, de choses comme ça. Et là, depuis une petite année, toujours en hypnose spirituelle, je vois une évolution qui correspond tout à fait au contexte actuel. On n'est plus sur du réveil, on est en fait sur le fait de faire ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils prennent conscience de l'illusion dans laquelle on est et que ce n'est pas du tout la réalité, qu'on est autre chose que le petit personnage engoncé dans notre corps physique. En tant qu'âme, on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus puissant et on est en train de pousser les gens en hypnose spirituelle, en fait, de reprendre leur souveraineté. Et qu'est-ce que ça veut dire reprendre sa souveraineté? On peut l'apprendre à plein de niveaux. C'est se déclarer maître de soi-même. Arrêter de redonner notre pouvoir, que ce soit à d'autres thérapeutes, que ce soit à des gouvernants. Parce que je crois qu'on a
déjà fait un peu le tour, mais le degré de corruption, de manipulation, d'illusion a atteint son sommet, je pense, en 2024. Peut-être qu'on en aura encore un peu sur 2025, mais là, c'est complètement en train de s'effondrer. Leur château de cartes, c'est complètement est en train de s'affaisser. Tout est en train de s'étioler et les gens sont en train de se rendre compte à quel point le système actuel, qu'importe de quoi on parle, de l'éducation, qu'on parle de la santé, qu'on parle de la politique, qu'on parle du travail, qu'on parle de la famille, qu'on parle de l'identité sexuelle, en fait, c'est insultant pour leur âme, c'est insultant pour leur personne et c'est pas pour rien qu'on voit aussi depuis 1 ou 2 ans beaucoup de gens qui quittent leur métier, quittent les villes pour aller en campagne, se séparent dans leur couple, pour aller là où ça leur parle, là où les gens sont en train de vibrer juste dans ce qu'ils sont réellement, dans ce qu'on est réellement. Et qu'est-ce qu'on est réellement? On est lumière, on est amour, on est paix. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est en train de gagner du terrain, un par un, qui va contaminer une autre personne, qui va contaminer une autre personne. On participe tous à ce réveil. Et c'est pour ça que, je ne sais plus qui vient de parler des Jeux Olympiques. Moi, j'ai adoré les Jeux Olympiques cette année, parce que si on parle un peu spirituel ou un peu métaphoriquement parlant, on est quand même Paris, ville lumière, et on a été mettre en lumière toute la bassesse, toute la déviance, toute la décadence, toute la partie sombre, en fait, de l'état profond. Et ça a été mis en plein jour au monde entier. Et je pense que ces Jeux Olympiques, dans toute leur horreur, a permis à beaucoup de gens dans le monde entier de se rendre compte aussi de cette folie. Et je crois que les gens commencent de plus en plus à dire non. En fait, je n'accepte pas ça. Je ne suis pas ça. Je ne crois pas ça. Pardon? Il dit c'est comme une grande révélation. C'est ça. Et je pense que 2025, on va arriver sur ces révélations de plus en plus. Je vois que là où on passait pour des gros complotistes, des gens complètement barrés, quand on parlait des chemtrails, quand on parlait des vaccins, de ce qu'il y a dans les vaccins, quand on parlait de l'état profond, quand on parlait des sectes pédosataniques, quand on parlait des tendances woke, tout ça est en train d'arriver et de sortir au grand jour. Alors, comme l'a dit Tiffaine, on n'est pas très rapide en France. Ça bouge beaucoup plus dans le monde entier. Mais pourquoi on n'est pas très rapide? C'est peut-être ma petite théorie personnelle. Je vais le dire avec des mots un petit peu brutals parce que j'aime bien déranger, mais regardez ce qui s'est passé en Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, l'Inde. Ce sont des pays qui ont été colonisés, qui eux ont déjà su se sortir du joug d'un oppresseur. Et en fait, nous, occidentaux, nous avons été les colons. Nous avons été les esclavagistes. Et on n'a pas compris qu'en fait, on est, nous aussi, actuellement en esclavage, et donc on ne sait pas faire ça. On ne sait pas se rebeller, on ne peut plus faire mai 68, on ne peut pas faire 1789, parce qu'on n'a pas les outils. On est complètement perdu. Et je passe le fait qu'on se fait certainement beaucoup sulfater pour nous rendre bien dociles, etc. Mais on va y arriver et je pense que 2025 va être une belle année. Je vous remercie beaucoup sur Tonton, sur Tonton américain, qui devrait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et je rejoins encore une fois Tiffaine en disant ce ne sera pas notre sauveur, mais ça va faire boule de neige. Et à nous de faire le reste et de reprendre notre souveraineté. Voilà un petit peu ce que je pense de 2024-2025 et ce que je vois dans ma pratique. Merci beaucoup Alexandrine. Alors, on a accueilli, pendant que tu parlais, le docteur Laurence Kayser. Bonjour Laurence, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On était en train donc de faire une rétrospective de 2024 dans le domaine de la santé, pour soi-même, individuellement, et puis aussi pour ce qu'on en a découvert, ce qui a été pour nous des moments marquants, et puis nos espoirs, nos craintes, nos doutes aussi pour l'année qui vient, pour 2025. Alors, je peux te laisser la parole. Peut-être Vincent, juste avant, tu vas pas tarder à partir. Est-ce que tu as un dernier petit truc à nous dire avant de rejoindre tes patients? Ton micro, Vincent. C'est toujours pareil, on est toujours un peu réticent à l'approche d'une nouvelle année. Moi, ça m'a toujours fait ça. Moi, 31 décembre, dire bravo, ouais, vive la nouvelle année. Mais je ne sais pas faire ça, j'ai peur.
J'ai peur, je sais très bien qu'il va nous arriver collectivement et individuellement. Individuellement, ça c'est une certitude. Mais collectivement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête complètement d'un coup au bout de 3 jours de 2025. On va encore avoir des moments très très durs. Mais c'est vrai, la porte s'ouvre. C'est à une balle de fusil près, hein. Donc de temps en temps, c'est comme ça la destinée. Hein. Si on nous les tue, nos Américains courageux, si on les tue, on les aura plus. Il n'y a plus personne derrière. Il y a Bhattacharya, il en resterait, mais ça irait pas très très loin. Donc il nous faut un peu de chance, il nous faut un peu de courage. Ça, c'est vrai que rien ne nous tombera tout cru du ciel ou d'Amérique du Nord. Évidemment, d'abord, sans eux, rien ne peut être expliqué. Et si on s'y prend bien, mais alors encore une fois, comment s'y prendre? Sur le plan politique, on est seul. Hein. Pas une seule formation, même embryonnaire, ne nous aide. Il y a quelques figures politiques tout à fait qui ont très peu d'audience en France qui confirment. Mais sinon, on est complètement seul avec un personnel politique qui, dès le départ, a déserté totalement le terrain des idées sur cette histoire de Covid. Hein. Aux États-Unis, en Belgique, où j'étais encore il y a quelques jours, dimanche dernier, avec Loops, avec Collignon, etc. Ces gars-là, ça y est, maintenant ça bouge. J'ai vu cette nuit que la cour de casse belge a reconnu le bon droit des médecins lanceurs d'alerte belges. Donc vous vous rendez compte, là par contre, ça montre qu'en Europe, les choses quand même se lézardent. Ben, Laurence bouge un doigt, mais j'ai cru comprendre que la cour de casse avait quand même admis que certains médecins avaient quand même plutôt fait leur travail. Et ça aussi, ça laisse augurer quand même des bonnes choses. Voilà, moi je vais aller prendre mon premier patient de l'après-midi parce que voilà, j'invite chacun à aller visiter le site de l'EMSID, notamment par rapport à un article sur Loops qui est sorti récemment. L'article sur Loops est sorti dimanche, il est sorti hier soir. Où on redonne la parole à Alain Collignon et où, évidemment, juste avant la fin de l'année, il nous apparaissait nécessaire de saluer cette initiative mondiale. Hein, voilà, et il a tout de suite trouvé les Français, heureusement. Il a trouvé du monde partout qui a envie de signer pour l'ordre universel des praticiens de santé. Ça n'est pas que pour les médecins. C'est important de faire comprendre aux gens que même si on est garagiste, on peut être adhérent de Loops. Et quand on adhère à Loops, on n'est pas obligé de faire un chèque. On peut adhérer sans apporter d'argent, ce qui démontre le caractère d'une profonde honnêteté de la démarche. On cherche absolument pas, enfin ces gens-là, je suis adhérent évidemment, mais voilà, comme Grouillot, mais ça ne cherche pas à se faire de l'argent pour ensuite partir aux Seychelles avec l'argent de Loops. Ces gens-là n'ont vraiment que du bon sens et de la gentillesse à vendre. Et donc, bravo à Loops. Et voilà, et j'espère qu'on les retrouvera encore aux premières loges en 2025. Et je vous embrasse tous très fort. Merci Vincent. Passe une excellente journée. Joyeux Noël à toi et ta famille. Bonne journée. Voilà. Laurence, je vais te laisser un petit peu la parole. Alors, je vais laisser un petit peu pour la fin le professeur Trito parce qu'on voudrait bien qu'on s'étale par la suite un petit peu sur cette plainte déposée contre un personnage important. Donc d'abord, Laurence, si tu veux bien. Okay. Merci, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, j'ai malheureusement raté une partie des intervenants, j'en suis désolée. Mais voilà, travail oblige. Donc, tu auras un replay. Chouette. Donc, là, on me sert sur un plateau d'argent, de quoi rebondir, puisque je suis dans le conseil des sages de Loops. Et que, à ce titre, je suis évidemment de très près nos différentes actions. Et récemment, nous avons fait une grande réunion où je n'ai pas pu me rendre, mais qui a pour but de défendre la médecine humaniste et de contrer les dérives ordinales, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde, parce qu'on voit bien que, comme c'est le même maître chef d'orchestre partout, les dérives sont identiques. Hein, persécution des médecins, interdiction de soigner, atteinte à la liberté thérapeutique, au consentement libre et éclairé et au secret médical. C'est un vrai florilège. Donc, voilà, je suis évidemment
très contente de faire partie de l'OUPS et je confirme que nous ne demandons jamais d'argent. Si par extraordinaire, on avait lancé une récolte de fonds, c'est toujours avec un but précis et avec une transparence totale. Et pour le moment, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Alors, par rapport à cette histoire de lanceur d'alerte, donc nous sommes 8 médecins belges à avoir à contre-attaquer l'ordre des médecins en tant que lanceur d'alerte, donc pour être reconnus comme lanceur d'alerte. Et ici, nous avons été déboutés par le tribunal du travail, non pas parce que nous ne sommes pas lanceurs d'alerte, en fait, c'est là que le point est intéressant, c'est qu'ils ne contestent pas ce fait-là. Et quand on ne conteste pas au tribunal, on peut se dire qu'ils l'admettent implicitement, mais ils contestent le fait que nous ayons lancé cette action en urgence parce que, paraît-il, il n'y a aucune urgence à intervenir et à contrer les dérives ordinales. Donc, nous allons évidemment en appel pour une bonne partie d'entre nous, tout simplement parce que c'est inacceptable de considérer qu'on peut continuer à autant maltraiter les gens et autant promouvoir des produits dont la sécurité est plus que douteuse, pour ne pas dire pire, et de considérer que tout ça est normal et qu'on a le temps long pour y réfléchir. C'est absolument scandaleux. J'ai une pensée toute particulière pour les femmes enceintes et les enfants aujourd'hui, parce que les femmes enceintes en Belgique reçoivent maintenant 6 vaccins au cours de la grossesse, donc diphtérie, tétanos, coqueluche, grippe, Covid et bronchiolite. Et que le résultat, on le saura dans 30 ans, puisqu'il faut 30 ans pour avoir la certitude que ce qu'on a fait à une femme enceinte n'est pas dangereux pour le bébé exposé in utero et pour sa descendance. Donc, nous sommes véritablement dans une folie. C'était Dr Maboul ou Frankenstein, je ne sais pas. Et donc, le résultat, c'est que mes patientes qui sont puéricultrices me disent toutes qu'il y a une épidémie de bronchiolite dans les crèches. Voilà. Le résultat est formidable. Or, les bébés, ils reçoivent aussi leur dose. Hein. Donc, il y a l'Abrysvo, qui est ce nouveau vaccin bronchiolite pendant la grossesse pour lequel nous n'avons aucun recul. Et le Beyfortus, qui est l'injection monoclonale d'anticorps soi-disant bloquant les virus de RSV, de la bronchiolite, chez les nouveau-nés. Une molécule qui a été testée sur des enfants de 4-5 mois et qu'on donne maintenant à 2 jours. Déjà, ça pose question. Et puis, mais on se demande où sont passés les bébés les victimes. Pendant les tests, il y a eu des bébés morts. Ils sont sous la carpette, hein, comme ceux qui sont, comme toutes les fausses couches des femmes vaccinées Covid au premier trimestre, etc., pendant les études. Voilà, donc, ça commence fort parce que je suis assez négative. Mais pour moi, 2024, ça a été une année un peu avec des hauts et des bas, une vraie montagne russe d'émotions, parce qu'il y a eu des choses quand même très positives. Je suis, comme le disait Alexandrine, je fais partie de ces thérapeutes de ces médecins qui quittent le bateau avant qu'il ne coule. Nous sommes sur le Titanic médical et je fais donc tout ce que je peux pour sortir de ce système avec des patientes qui ont du mal à suivre parce qu'elles sont quand même très formatées elles aussi. Et comme moi, j'étais fort dans le système, j'étais habituée à ça. Donc, les consultations frottis, pilule, mammo, je n'en veux plus, mais j'en ai encore et j'essaye de tirer tout ce monde-là en dehors. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu découvrir tout un tas de thérapies qu'on nous a cachées et qui sont passionnantes. Je fais au jour le jour tout mon possible pour que les gens deviennent beaucoup plus acteurs de leur santé et beaucoup plus autonomes sur leur santé. Les médecins sont devenus dangereux. Ce sont des dealers de drogue officiels. Donc, ils prescrivent comme des bons petits soldats en suivant des protocoles et ce n'est pas étonnant parce que les sanctions sont sévères pour ceux qui n'obéissent pas. Pour le moment. Les sanctions sont sévères, en tout cas dans les pays francophones.
du monde. Et le formatage est extrêmement bien fait depuis le début de nos études aussi. Donc, c'est un système de croyance qui doit s'effondrer. Et comment on choisit maintenant les médecins, les jeunes médecins sur base de sciences dures comme les mathématiques et la physique, on sélectionne naturellement des gens qui vont obéir sans réfléchir. Et puis, vous leur mettez 6 ans de QCM et c'est bon, quoi. Donc, voilà, je suis pas forcément optimiste de rentrer dans 2025. On sent, on sait, ça va être très dur. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose parce que si nous ne nous révoltons pas, c'est parce que nous avons encore trop à perdre. Nous sommes encore trop bien, entre guillemets. Les gens arrivent, même si c'est très difficile, ils arrivent plus ou moins à payer leurs factures. Ils sont surtout concentrés sur ça, d'ailleurs, plus du tout sur ce qu'on raconte à leurs enfants dans les écoles. Malheureusement, hein, et pourtant je suis féministe, mais je me pose des questions sur le travail des femmes à temps plein comme on le vit aujourd'hui, parce que ça a été une merveilleuse occasion de mettre la main sur les enfants pour l'éducation nationale, qui aurait dû être l'instruction publique, et qui maintenant délire dans le wokisme à 3000%. Il n'est d'ailleurs pas évident du tout d'être reçu sur les plateaux, les mainstream on oublie, mais même sur les plateaux dissidents, c'est très compliqué de pouvoir expliquer, par exemple, combien c'est toxique, toutes ces molécules qu'on va donner aux jeunes et combien ça n'a jamais été expérimenté. Ça, il faut bien se rendre compte qu'on est exactement dans le même cas de figure que les injections anti-Covid. On fait des choses qui n'ont pas été testées avant. Donner ces analogues LHRH appelés bloqueurs de puberté à des gamins de 9-10 ans, on n'a aucune étude sur les conséquences, mais moi je sais, je sais ce qu'il va en advenir parce que ce sont des molécules que j'utilise dans l'endométriose et que dans ce contexte-là, je connais leur très haute toxicité. Donc voilà. Mais ça, c'est pas le débat du jour, mais on voit qu'il y a des médias qui font quand même des médias alternatifs qui osent et c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, la censure sur les réseaux sociaux, elle est quand même très importante. Hein. Donc, je peux entendre que ça soit risqué de recevoir certains interlocuteurs, mais je pense que maintenant, il faut y aller. Effectivement, outre-Atlantique, il se passe des choses par rapport au wokisme. Néanmoins, je pense que chacun doit être son propre sauveur. Tant mieux si il y a des coups de pied dans la fourmilière, mais il ne faut pas remplacer un système par son pendant, quel qu'il soit. Nous devons changer complètement de paradigme aujourd'hui et reprendre notre avenir en main, que ça s'appelle souveraineté. J'ai un petit peu de mal avec ce terme-là en particulier parce qu'on nous l'a aussi manipulé beaucoup. Quelqu'un qui, par exemple, prend une apparence d'homme avec des hormones, avec une chirurgie, mais qui garde son utérus et qui fait un bébé et qui exige qu'on l'appelle monsieur et qui, après l'accouchement, exige que son bébé l'appelle papa, là, il a exercé sa souveraineté, ce personnage. Mais pour moi, c'est une femme qui est en grande détresse, avec un personnel soignant qui ne fait pas son job, qui délire avec elle. Et donc, voilà, je suis un tout petit peu mitigée sur le terme, mais néanmoins, on a tous compris ici, je pense, ce que ça veut dire. Donc, exercer son droit à la réflexion, à l'esprit critique, à la liberté d'expression. Les gens ont trop peur aussi de ce que les autres vont dire. Il faut s'en libérer de tout ça. Et c'est le chemin, je pense, que nous prendrons en 2025. Il se passera encore plein de choses. On va essayer de nous contraindre, on va essayer de nous empoisonner, ça c'est déjà fait, par tous les moyens, et à nous de nous réinventer et de trouver des solutions pour y parvenir. Et
toute petite chose, et puis j'arrête parce que j'ai l'impression que je suis intarissable. J'ai quand même une bonne nouvelle il y a 2 semaines concernant l'autopsie de mon papa. Je ne peux pas donner beaucoup de détails parce que je ne les ai pas par écrit. Et tant que je ne les ai pas par écrit, je suis méfiante. Mais nous avons trouvé, donc pour rappel, mon père est décédé le 18 juin 2023, j'ai essayé de porter plainte à la police et ça a été impossible. Ma plainte, paraît-il, n'était pas recevable. J'ai donc fait réaliser une autopsie à l'international avec une équipe formidable et on a 1 an et demi après pu vraiment détecter que c'est le vaccin qui a tué mon père et avec des preuves biologiques. Donc, j'espère que ça va servir pour la justice, pour toutes les victimes et aussi pour comprendre la physiopathologie, c'est-à-dire comment ces vaccins abîment la santé des gens pour pouvoir justement trouver des solutions pour faire marche arrière et soigner les gens qui souffrent aujourd'hui de ces injections terribles. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci. Vous êtes 2 ici au moins à avoir subi la perte d'un ascendant suite à ces vaccins. Je pense qu'on reviendra sur cette situation et puis je pense que dès que tu auras l'écrit, ça me fera plaisir que tu viennes en rediscuter, en reparler avec nous. Je vous détaillerai tout ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, oui, tu as aussi fait partie de ceux qui ont beaucoup perdu en termes de confort. Hein, tu es largement sorti de ta zone de confort et tu dis, hein, c'est pas fini. Je pense qu'il va être important de se dire en 2025, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Qu'est-ce qu'on est encore prêt à perdre? Parce que c'est pas que pour nous hein, qu'on vit et qu'on subit tout ça, c'est parce que on a bien conscience ici que c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. C'est pas des petits mots que de dire ça. Hein, on est vraiment dans des situations inédites. J'ai la réponse à la question jusqu'où je suis prête à aller, personnellement. Ça m'appartient, mais... Bon, moi, je le dis et je le répète, je suis prêt à bouffer des limaces et des pissenlits jusqu'à la fin de mes jours, mais je ne fermerai pas ma gueule. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit Laurence? Eh ben, tu vois, tu as été très éloquente. Je voudrais laisser la parole au professeur Trito, là, qui depuis tout à l'heure ronge son frein, et je fais un plaisir de lui laisser nous parler de 2024 et de ce qui s'est passé il y a quelques temps déjà, et de ce qu'on peut en attendre pour l'année suivante. Bon, merci à vous tous. Nous sommes en guerre. Il faut comprendre que le 2024 a uniquement montré le vrai visage des ennemis de l'humanité. Maintenant, tout est clair, tous les différents aspects du puzzle sont mis en place à partir de la politique du World Economic Forum, de son transhumanisme, à partir du pacte pour le futur qui a été lancé par le secrétaire des Nations Unies, qui a mis à l'intérieur One Health et donc la transformation de l'OMS directement sous l'égide de la responsabilité du secrétaire général des Nations Unies, et ça c'est une nouveauté totale sur ce plan de vue, et tous les personnages que le World Economic Forum a mis comme chef d'État, comme en France, Macron, comme Trudeau au Canada, et comme d'autres personnages qui étaient les jeunes leaders du World Economic Forum, qui avaient un mandat. Le premier mandat était d'occuper pratiquement la scène de leur pays, de contrôler complètement leur pays et d'imposer les mandats du World Economic Forum, surtout en termes de santé, mais pas uniquement sur ça, aussi pour la participation aux guerres qui sont créées, et à une concentration du pouvoir économique, politique et social dans très peu de mains. Deuxième, si ça ne pouvait pas être réalisé, il devait créer le chaos dans le pays, créer une déstabilisation totale et donc une crise économique et sociale du pays. C'est la chose qui s'en commence à voir en France, qui est très évident au Canada et en beaucoup d'autres pays, etc. Donc, dans le même temps, tout ça ramène une faiblesse des institutions internationales, en particulier des Nations Unies, qui sont peu capables, dans la situation actuelle des BRICS, etc.,
de données en politique générale d'intérêt pour l'humanité entière. Donc, une convergence en réalité, comme disait Schwab, nous devons fracturer le monde. Le monde, il doit être fracturé et comme ça, il veut dire divide et impera. Bon. Dans ces conditions-là, nous connaissons maintenant tous les ennemis en face de nous. Nous comprenons les menaces qui tous les jours ramènent sur les télés de nouvelles épidémies, de nouvelles pandémies, de nouveaux virus, de nouvelles bactéries, etc., de nouvelles guerres, etc., et d'une déstabilisation qui peut venir aussi à travers la géo-ingénierie, donc les modifications climatiques induites à travers une modification de la ionosphère au niveau international pour l'occupation des grandes puissances militaires américains, États-Unis, Chine, Inde, Russie, etc. Donc, nous sommes dans une situation d'une attaque frontale contre l'humanité et contre la planète dans laquelle nous vivons et comme nous la considérons. Il y a une intrusion massive dans la chaîne alimentaire. Donc, tout doit passer sur une chaîne alimentaire totalement synthétique. C'est Bill Gates, un des premiers qui lance tout ça. Nous devons changer la planète dans son biome naturel pour le transformer dans un biome hybride progressivement. Donc, nous serons plus capables de contrôler notre nourriture, notre façon de vivre sur le plan agricole, etc., comme il était dans la tradition. Dans tout ça, quelle est la réponse de la population? Et ça, c'est un gros problème. Il y a une inertie totale dans la plupart de la population occidentale, tout ça. Il semble qu'il n'est pas vrai, que nous vivons dans une science-fiction, dans un métaverse où nous assistons à ça, et nous n'avons pas des victimes, mais même des acteurs sans le savoir à l'intérieur. Professeur, je coupe un petit instant parce que Tiffaine Pinsol va devoir nous quitter, donc on va la saluer chaleureusement et puis on lui souhaite joyeux Noël et puis à très bientôt. Joyeux Noël. Merci, je suis sincèrement désolée, mais j'ai malheureusement une contrainte et en plus pas très agréable, donc il faut vraiment que j'y aille. J'aurais préféré rester avec vous longtemps parce que bien sûr que je vous rejoins sur tous ces sujets. Je remercie encore Éric le Viking et Éric le Latin pour cette émission, mon Éric avec un K et mon Éric avec un C. Je suis heureuse de t'avoir revu, Laurence. Merci, c'était un plaisir. Et je vous souhaite vraiment un Noël plein de paix, d'amour, de joie. À très bientôt. Espérons. Merci. Merci. Oui, disais, pardon. Non. Je reprends? OK. Oui. Donc, nous avons la confirmation maintenant que le cover-up qui était lancé depuis le départ pour l'origine du virus à Wuhan, nous disons à Wuhan. Et le cover-up continue. Les mêmes documents qui sont sortis récemment par les Américains, par le document officiel qui est sorti, bipartisan, etc., qui confirme quand même qu'il était un produit de laboratoire, donc il doit être sorti de quelques laboratoires. Nous ne savons pas dans quelles conditions, si par accident ou par une intention de faire ça, mais quand même il est sorti. Mais la chose embêtante, que les Américains, comme d'habitude, ils donnent la culpabilité et tout ça aux Chinois. Donc, ils maintiennent leur ligne droite sur le plan de la politique internationale. Ce sont les Chinois qui sont à l'origine du virus de Wuhan et donc de la pandémie mondiale. Naturellement, la Chine a répondu depuis longtemps qu'il n'était pas vrai. Le ministre des Affaires étrangères chinois, il avait dit, si vous voulez trouver le virus qui est sorti à Wuhan avec différents variants et aussi dans le monde, vous allez à Fort Detrick que vous le trouvez. Maintenant, nous avons tous les documents les feuilles américains qui montrent que le virus SARS-CoV-2, il avait eu un brevet fait par Ralph Baric en 2017, qu'en 2018, il était introduit le site de la furine synthétique fait par un autre groupe qui travaillait sous l'égide de Fauci, etc., qu'il était des brevets déposés aux États-Unis. Donc, on ne peut plus discuter ça quand tu as des documents officiels comme ça. Après, toutes les choses sont passées en Europe
il existe les virus SARS-like qui sont arrivés de l'Ukraine, surtout en Italie, dans le nord de l'Italie. C'était les premiers qui étaient arrivés, mais qui circulaient déjà des variantes à août-septembre, avant l'épidémie. Et ça, ils ont beaucoup de procédures légales en Italie qui montrent tout ce phénomène, tout ce problème-là. Donc, dans cette situation, l'institution reste toujours en cover-up complète. Nous avons attaqué au niveau de la Cour pénale de l'Hague quand nous avons déposé le dossier contre les personnes qui avaient créé ce virus en artificiel, c'est-à-dire un virus hybride, synthétique, chimérique, comme il s'appelle, etc., avec toutes les origines, etc., avec un dossier de plus de 160 pages, très technique et scientifique, qui était enregistré, donc accepté par la Cour pénale de l'Hague. Nous avons mis en évidence qu'il était une concertation d'actions américains, chinois, avec les militaires, naturellement, à l'intérieur, des Français, des Anglais, des Allemands, donc une coopération massive, même avec les grandes compagnies comme Pfizer, comme Boehringer, comme Sanofi et bioMérieux, qui étaient là à Wuhan. Donc, ils travaillaient ensemble en coopération avec les Chinois et les militaires, les rechercheurs militaires chinois, non uniquement américains. De toute façon, le programme de créer des antivirus de ce type-là, c'est-à-dire des vaccins, dits vaccins, ce sont des médicaments transgéniques, il est parti des États-Unis, de la DARPA et de Moderna, qui a lancé cette plateforme de médicaments transgéniques qui pouvaient être utilisés avec une idée brillante sur le plan, si vous voulez, technologique et scientifique, mais qui s'est révélée totalement incontrôlable sur le plan des effets collatéraux. Ils savaient très bien ça. Ils voulaient uniquement tester quelle peut être la résistance de l'être humain, éventuellement une transformation d'une résistance immunologique à une tolérance immunologique, comme il se passait dans les pangolins et dans les chèvres-souris. Tout ça est tout clair. Si vous mettez toutes les choses ensemble, il est clair que tout ça, c'était une grande opération de prise de contrôle de la population mondiale, de réduction de la population mondiale, de mise en œuvre en attaque contre la Chine, qui était le plus grand compétiteur pour les États-Unis, mais même dans le temps de contrôler la population occidentale pour obliger la population occidentale à être marquée sur le plan génétique, c'est-à-dire faire un marquage génétique, comme c'est le marquage sur le bétail, à travers ces médicaments transgéniques. C'est la chose qui se passe actuellement. En Italie, il y a 70% de la population italienne qui est atteinte, avec une quantité incroyable d'effets indésirés et de collatéraux importants, parce qu'ils soient tous les jours, surtout les patients vaccinés. Donc, et ça, avec des symptomatologies complètement différentes, qui vont symptomatologie neurologique, gastro-intestinale, auto-immune, les cancers précoces, c'est-à-dire les turbocancers, etc. Nous le voyons tous les jours dans notre activité clinique. Il n'existait pas ça, comme il n'existait pas ça, les myocardites des jeunes qui arrivent directement aux urgences avec un myocardite aigu, lié à la déposition de la protéine spike à l'intérieur. Il est très difficile de faire sortir tous ces jeunes d'une situation inconfortable et vraiment aiguë importante. Donc, ils ont beaucoup de morts sur ce plan de vue. Les organismes officiels ne mettent pas dehors les statistiques, ils ne veulent pas les mettre dehors. Nous avons par exemple en Italie la commission d'enquête parlementaire sur le Covid, sur la gestion du Covid depuis le départ, etc. Bien, il y a une commission à moitié parce que l'autre moitié du Parlement n'a pas voulu donner un avis favorable à faire une commission unique et ils ont coopté beaucoup de personnages en Italie qui étaient apparemment dans le secteur de la résistance pour aller à dire dans la commission comme membre coopté à l'intérieur de la commission, donc des partis au pouvoir, de dire « Oh, les pauvres politiciens, s'il avait toutes les données que nous avons maintenant, sûrement il aurait fait une politique complètement différente. » Quand, par contre, tous les dossiers de Pfizer, de Moderna, etc., étaient connus depuis le départ.
Si quelqu'un aujourd'hui me dit « Ah, mais non, nous n'étions pas au courant des choses que Moderna et Pfizer, dans les premiers essais qu'ils avaient faits, ils ne savaient pas les effets collatéraux, etc. » Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont les documents déposés au niveau des offices, des bureaux au niveau européen, au niveau américain, qui montraient clairement tout ça. Donc, ça, il était un cover-up important, piloté sur le plan politique au niveau international, et ça, c'est un gros problème sur le plan de la gestion maintenant de la gouvernance, non seulement des États-Unis, mais des pays européens, d'une Europe qui n'existe pas sur le plan politique réellement. Donc, nous avons grand espoir que Trump, pour différentes raisons, et Robert Kennedy surtout, Robert Kennedy, il a un rôle clé. Il a un rôle clé à l'intérieur des États-Unis parce qu'il a convaincu Trump d'arrêter les vaccinations pour les enfants, la plupart des vaccinations en bloc, etc., pour une certaine période. Donc, nous devons attendre d'avoir une moratoria aux États-Unis sur les vaccins pour les enfants, qui sera une bonne indication pour tout le reste du monde, parce que c'est important aussi pour l'Italie faire ça, pour la France, qui ont une quantité de vaccins pour les enfants qui est épouvantable sur le plan quantitatif et qualitatif. Deuxième, il est le problème avec les rapports avec Big Pharma, parce que vous devez savoir que toutes les grandes institutions internationales et institutions américaines sont financées par Big Pharma, fondamentalement. Donc, le grand problème de Robert Kennedy, comme il fera, à réduire l'influence de Big Pharma sur le fonctionnement des institutions américaines. Mais là, nous avons un autre problème qui est un problème en Europe, de comme en Europe, qui suivent, la Commission européenne suit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis tranquillement. Elle appuie complètement la réforme de l'OMS sur laquelle Trump s'est opposé. Trump veut faire sortir les États-Unis de l'OMS, et qui sera donc un problème pour l'Europe en réalité, parce que c'est nous qui nous serons les défendeurs de l'OMS, de la réforme de l'OMS dans le monde entier. Ça, c'est un gros problème. Nous avons le pass digital qui est appliqué maintenant depuis plus d'un mois, il est appliqué en Italie. Donc, tu es obligé d'ouvrir ton pass digital sanitaire donc, et d'être obligé à toute une série de clauses qui ont été signées par les pays européens en face de l'OMS, comme un certain nombre de vaccinations obligatoires. Sous ce plan de vue, nous avons lancé avec l'équipe de Philippe Cruz, qui est un grand avocat à Zurich, avec lequel nous avons participé au rallye le 1er juin de cette année contre la réforme de l'OMS à Genève. Nous avons collecté un certain nombre d'avocats de droit international très importants de différents pays du monde, et Philippe Cruz, il m'a assigné le rôle de coordinateur des experts médicaux dans ce dossier que nous appelons maintenant Projet X, que nous serons capables de déposer en mai au niveau de la Cour internationale de l'Hague contre l'OMS et contre cette réforme de l'OMS, et envoyer aussi au niveau de toutes les délégations des Nations Unies. Dans le même temps, nous avons décidé d'attaquer, comme dire, le crocodile dans le ventre, donc c'est-à-dire attaquer les personnes qui l'ont financé, toute cette opération. Ils ont gagné beaucoup d'argent de façon spéculative. Le premier de tout, c'était Bill Gates. Donc, en mois dernier, nous avons déposé la première plainte contre Bill Gates pour crime contre l'humanité à la Cour de l'Hague. Nous avons envoyé un deuxième dossier plus complète pour voir email, et nous sommes prêts à aller à l'Hague pour le faire enregistrer. Ce dossier attaque Bill Gates dans toute son action internationale au niveau des systèmes de santé. Nous devons enregistrer que lui, il était déjà condamné en Inde, par exemple, pour les vaccinations de masse des adolescents, et donc de l'effet sur la fertilité des filles jeunes
etc. Il était condamné par les tribunaux de l'Inde. Lui, il ne peut plus entrer en Inde. Autrement, ils viennent arrêter complètement par la justice indienne. Il était condamné pour les campagnes de polio, sous cette polio nouveau qu'il était aussi expérimenté dans la zone de Gaza et qu'il a provoqué des morts sur des enfants immédiatement, dont ils ont toutes les documentations sur ça. Donc, ces personnes, indépendamment de ces conventions, de ces idées, même sur le climat, sur la CO2, sur le food synthétique, etc., c'est un vrai criminel sur le plan de son profil psychologique et des actes qu'il met en fonction. Il a ouvert récemment, par exemple, en Italie, à Terni, dans l'Umbria, où je vis actuellement avec des amis anglais, médecins comme moi, etc. Il a ouvert un laboratoire pour créer des mosquitos modifiés sur le plan transgénique qui peut être chargé de n'importe quel virus, quelle bactérie, etc. D'un laboratoire qui finance complètement, qui était toléré par l'université sans aucune évaluation de la sécurité et safety and security de ce laboratoire-là. Donc, Bill Gates fait une promotion incroyable sur les vecteurs d'insectes qui peuvent distribuer des armes biologiques partout avec la complicité du Pentagone et de la DARPA. Donc, tout ça était déposé auprès de la Cour de La Hague. La Cour de La Hague a le devoir d'interroger la personne, parce que nous avons mis aussi des témoins dans ce dossier, interroger la personne pour vérifier la réalité des données, point par point. Il faut savoir que Bill Gates, comme ex-président de Microsoft, était poursuivi par la justice américaine parce que Microsoft n'a pas payé les taxes qu'il devait payer pour des années et des années. Et ils sont encore en train de faire un compromis avec le Taxpayer Office des États-Unis pour la période 2005-2015. Il se parle de 60 milliards de dollars qui n'étaient jamais payés par Microsoft. Il faut savoir que les groupes qui ne payent pas les impôts aux États-Unis, ça c'est pénal. Donc, ça c'est pénal, ce n'est pas un crime administratif. Comme il n'est pas un crime administratif, même l'application de la théorie Ponzi, comme il s'appelle, sur le plan financier, en face de tiers, pour récupérer de l'argent. C'est la chose qu'il a fait Bill Gates quand il a dit « j'ai investi 20 milliards de dollars sur la campagne de vaccination anti-Covid, Moderna, etc. Et j'ai gagné 250 milliards. C'était la meilleure affaire de ma vie. » Mais ça, c'est le schéma Ponzi, qui est aussi aux États-Unis et pénal, c'est-à-dire un crime pénal aux États-Unis. Et si tu veux faire ça au dehors des États-Unis, tu dois demander une permission au gouvernement américain que Bill Gates, avec sa fondation, n'a jamais fait. Donc, nous avons... Si je peux me permettre, ça, c'était la bonne nouvelle de 2024, c'était cette plainte pénale contre Bill Gates au tribunal pénal international de La Haye. Est-ce qu'on peut espérer que 2025, il voit son dénouement et qu'il doit y être entendu? Parce que, le citoyen moyen tel que je suis pourrait se dire, il est au-dessus du lot et puis jamais les magistrats n'oseront l'interroger. Parce que donc, après notre plainte qui était communiquée à la presse, etc., les Hollandais, ils ont bougé beaucoup contre Bill Gates. Ils l'ont accusé de crimes contre l'humanité pour le nombre de citoyens hollandais qui étaient morts pour effet de la vaccination. Donc, les avocats de Bill Gates ont dit, mais lui, il est un citoyen américain, donc il ne peut pas être poursuivi en Europe, dans un pays européen. Et par contre, le juge a considéré qu'il devait voir l'histoire sur le plan des victimes. Donc, les victimes étaient des citoyens hollandais. Donc, c'est comme ça que la procédure il doit continuer et il va aller en jugement. Nous sommes prêts, parce que nous avons eu ce dossier par les amis avocats hollandais, nous sommes prêts à janvier à présenter un dossier similaire en Italie avec la même accusation.
Donc, son point de vue, il a une double attaque en Hollande et après en Italie à partir de janvier contre Bill Gates pour crime contre l'humanité, pour sa complicité dans la distribution de ces vaccins qui n'étaient pas des vaccins, et donc les victimes sont eues. Et dans le même temps, il y a la plainte au niveau de la Cour de l'Hague. La Cour de l'Hague, ce sont des procédures légales qui se passent dans les pays qui sont membres de la Cour de l'Hague, est obligée de toute façon à d'ouvrir un dossier à travers le prosécuteur, le procureur, pour analyser toutes les données et convoquer les personnes pour être interrogées. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de ça, surtout que maintenant, aux États-Unis, il est Trump. Bill Gates, il avait financé la campagne électorale des démocrates, en particulier de Kamala Harris, avec 50 millions, je pense, de dollars, etc. Donc, il est dans la cible et un grand ennemi de Elon Musk. Donc, nous sommes dans une situation favorable pour attaquer des personnages qui représentent la pointe de diamant de World Economic Forum au niveau mondial et au niveau transnational. Et un exemple des choses que nous pouvons faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va de toute façon devoir s'expliquer au tribunal pénal international, se déplacer à La Haye pour répondre aux questions des juges. Ça, c'est ça. Qu'il soit Bill Gates, qu'il soit le Pékin moyen, il n'y a pas le choix, il va devoir y aller en personne. C'est comme quand nous avons déposé la plainte contre pour l'origine du virus, non artificielle du virus. La Cour nous avait demandé de présenter des dossiers pour les singles personnages que nous avons accusés, par exemple Fauci, Stephen Bancel, etc., etc. Alors maintenant, nous avons entendu qu'il a commencé des procédures contre tous ces personnages dans leur pays d'origine, comme il était Fauci. Fauci, il a 3 procédures légales aux États-Unis pour déposer maintenant les dossiers pour les personnages isolés. Parce que le mécanisme de la Cour est d'évaluer quelle est la culpabilité du personnage dans l'histoire globale et quel est le dommage qu'il a créé. Donc, il dolo, non? Colpa et dolo, qui a créé sur la société civile. C'est ça le mécanisme de fonctionnement de la Cour. Elle n'attaque pas les pays. Elle attaque les personnes. Et comme pour Netanyahou, il était condamné Netanyahou, pas Israël, pour le génocide de Gaza. Donc, il faut présenter, une fois que le dossier était accepté, il faut présenter des dossiers spécifiques, bien pointus sur ça. C'est la chose que nous sommes en train de faire, considérant que la Cour a beaucoup de dossiers à considérer pour les guerres qui sont en cours. Maintenant, il arrive beaucoup de dossiers, ce plan de vue. Donc, la Cour n'a pas tous les moyens pour arriver à donner des réponses simples et rapides. S'il donne des réponses simples et rapides, il veut dire qu'il renvoie en arrière le dossier. C'est la chose qui ne s'est pas passée, qui ne se passe pas. Donc, le dossier est là, est toujours actif, et nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais en élargissant le mécanisme d'attaque. Donc, il était le créateur. Là, avec Peter Krause, nous allons attaquer l'OMS, la réforme de l'OMS, et Big Pharma qui est derrière tout ça, etc. Et ça, c'est en mars, sera le premier dossier, en mai, le deuxième dossier, avant qu'il soit approuvé la réforme de l'OMS à juin. Et le troisième dossier, c'est le dossier sur tous ces gros personnages qui l'ont financé et qui l'ont essayé d'avoir une attitude spéculative sur le marché mondial, sous ces nouveaux médicaments tout à fait expérimentaux. Donc, c'est un travail. Avec tout le travail que tu fais dans ce domaine, on te souhaite de ne pas subir le même sort que certains avec une balle dans le dos ou avec un arrêt cardiaque par des ondes d'énergie dirigée. Je pense à notre Laurence, Philippe et Alexandrine, est-ce que vous étiez au courant de cette plainte? Et puis, est-ce que l'un de vous veut réagir à ce sujet? Laurence. Oui, alors non, je l'apprends, je le découvre. Je sais que de notre côté, notre association l'Honest, Organisation nationale éthique, santé et transparence, mène également des actions que moi, petit médecin, je ne comprends pas toujours parce que Maître Virginie de Araujo-Recchia
et qui est une grande avocate, eh bien, elle court devant et moi, moi, je suis derrière avec mes petites jambes, mais je suis contente que de tous côtés, on fasse feu sur l'OMS parce que c'est un gros outil. Ce n'est qu'un outil, hein, ce n'est pas la tête du serpent, mais enfin, c'est une hydre, hein, donc il y a plusieurs têtes. Bien sûr. Et il faudra les couper toutes en même temps à un certain moment, mais les priver de leurs outils, c'est de leurs jouets, c'est bien, et donc c'est très important. Bravo et merci à nous tous de faire tous ces efforts pour l'humanité. Je crois que c'est ce qui nous réunit tous, c'est ce grand cœur qui fait qu'on est capable de regarder au-delà de notre petite personne et de nous repositionner sur l'échiquier de la vie à notre juste place pour que derrière nous, les enfants du monde puissent grandir en paix. Voilà, merci. Absolument. Merci. Merci. Tout à l'heure, Alexandrine, tu nous disais que ça risquait de bouger en Amérique et ça ferait boule de neige chez nous, mais là, tu vois, c'est des choses qui peuvent bouger aussi via l'Italie. Oui. Mais ce que je dis, c'est que ça va bouger, moi, de l'étranger. On regarde ce qui s'est passé en Australie, que la Cour a complètement condamné l'État. Et l'Australie était un gros vivier, le Canada est un gros vivier. Regardez ce qui se passe avec Trudeau. Les États-Unis, évidemment, regardez ce qui se passe. L'Afrique a beaucoup mieux réagi que nous. Regardez ce qui se passe. Ça va arriver de l'étranger pour nous contaminer, mais encore une fois, il va falloir qu'on fasse notre petite part de travail. Oui. Qui ne va pas être simple. Non, mais c'est un combat pour l'humanité. Il faut le faire. Hein. C'est ça. Absolument. Oui. Philippe, tu veux réagir? Les gens y aillent. Il faut que les gens y aillent et tout secteur confondu. On sait qu'on a justement Maître Arrojo-Recchia. Donc, on a des avocats qui se bougent, on a des médecins comme ceux que vous avez invités sur le plateau aujourd'hui. Il faut que tous les secteurs se bougent. Très peu, mais quelques journalistes. Eric, il ne faut pas l'oublier. Eric Montana, qui depuis le début est d'une fidélité assez hallucinante. Voilà, peut-être des lanceurs d'alerte, peut-être des thérapeutes un peu plus ésotériques. C'est vrai que j'attends, moi, beaucoup les professeurs, j'attends beaucoup les parents, j'attends beaucoup la justice, que pour l'instant, ça ne bouge pas très, très fort et très, très vite. Mais oui, cette hydre, on va lui couper toutes ses têtes. C'est parti pour. De toute façon, maintenant, ils ne peuvent plus rien. C'est ce qu'on voit, c'est vraiment leur dernière force dans la bataille. Et on va tout retourner, parce qu'à un moment, on n'est pas fait pour vivre ça. C'est pas ça, la vie. Non, c'est ça. Le chant du cygne, exactement. À toi, Philippe. Tu sais que c'est une fable qu'un cygne ne chante pas. J'étais très déçue quand j'ai appris ça. Un cygne ne chante pas du tout avant de mourir. C'est simplement une expression. Oui, je voudrais intervenir sur l'ensemble de ce qui a été dit. Je vais commencer par ce qu'a dit Vincent Reliquet tout à l'heure. Je suis d'accord, l'année va être émaillée de hauts et de bas, mais le grand changement en 2025, enfin en cette fin 2024 pour le 2025, c'est que l'espoir a vraiment basculé positivement en notre faveur. On a plein de nouvelles qui nous montrent que le combat, on va le gagner. Ça prendra du temps, on recevra des coups encore, mais il n'y a aucun doute sur l'issue positive de tous ces combats. Concernant l'expression de Vincent Reliquet, ton bras cru du ciel, le ciel n'intervient jamais sur des gens qui ne font pas appel à lui. Donc, je dirais que pour moi, il faut déjà demander de l'aide, se mettre dans une position de pouvoir recevoir l'aide, et elle viendra assurément comme elle est venue dans le passé, et comme individuellement, on peut voir qu'elle vient. Moi, j'ai eu des signes sur ces 4 dernières années, depuis que j'ai pris conscience de tout ce qu'on nous avait caché en matière de spiritualité, et que j'ai pu adhérer pleinement. Eh bien, des messages clairs et nets, je les ai vus de mes yeux. Donc, je ne doute pas que si nous sommes dans la bonne posture, eh bien, de l'aide nous viendra. Après, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut aussi que chacun s'y mette. Donc, moi, je ne crois pas à la chance. Il faut faire basculer le combat en mettant toutes les forces nécessaires. Et comme il s'agit d'un combat essentiellement d'essence spirituelle,
eh bien, il faut se faire aider de toutes les forces spirituelles qui n'attendent que ça. Je vais vous donner une anecdote, on va dire, relativement pratique. Moi, j'ai un fils qui a été un peu monté contre moi, comme on le voit malheureusement souvent à notre époque. Et en tant que père aimant, eh bien, je désirais évidemment que mon amour pour mon fils puisse lui venir en aide, mais tant que mon fils ne faisait pas appel à moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Et là, pour Noël, j'ai eu un retour de mon fils, et je dirais que si je vous parle de ce fait personnel, c'est que c'est exactement la même chose au niveau de l'humanité. Il faut que l'humanité demande à son Père, à son Créateur de l'aide, et par amour, il nous donnera cette aide. Donc il faut faire preuve un peu d'humilité. Nous sommes de petites fourmis au sein de cette grande humanité, mais nous avons tous notre rôle à jouer. Mais il faut trouver la bonne posture, ne pas croire qu'on va pouvoir faire tout soi-même. Concernant l'aspect politique, je rejoins évidemment ce qui a été dit. Aucune force, ou plus exactement pendant la crise du Covid, on a vu toutes les forces politiques, de quel que soit le parti, se débander à 3 personnages près. En ce qui me concerne, je trouve que le projet du CSF, du Conseil souverain français, qui est assis sur une base juridique très solide, ne manque pas d'intérêt. Donc j'invite nos auditeurs à s'intéresser au Conseil souverain français, ne serait-ce que pour connaître la situation propre de la France, avec un gouvernement totalement illégitime, qui est dans l'illégalité depuis 15 ans. Donc c'est quand même pas rien de savoir que nous sommes gouvernés, c'est la plus longue période de notre histoire, histoire millénaire, c'est la plus grande période de notre histoire où un gouvernement de notre pays est dans une illégalité aussi prolongée. Il faut s'intéresser à ça. Concernant la bronchiolite, j'avais découvert, c'était un scoop dans ma vie de pédiatre, que le virus respiratoire syncytial, un nom bien curieux pour désigner le responsable de la bronchiolite, en fait son véritable nom, il a été rebaptisé, c'est CCA, Chimpanzee Coryza Agent, c'est-à-dire l'agent du rhume du chimpanzé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la bronchiolite, qui fait quand même 100 000 victimes par an en France, dont 20 à 25% deviendront asthmatiques, est un virus du chimpanzé transmis via les vaccinations à nos enfants. Voilà. Et donc, on nous propose de faire pire avec le Bifortus et autres produits du même genre. Concernant l'autonomie de la santé, eh bien, c'est un thème qui m'a été cher pendant toute mon activité de pédiatre. J'ai essayé de donner alors c'est souvent les mamans qui consultaient, mais aussi à quelques papas, de leur donner les moyens de pouvoir gérer par l'hygiène, par la prise en compte des symptômes. Donner un exemple concret, ne pas combattre la fièvre d'une façon mécanique, sans réflexion, mais comprendre que la fièvre, c'est un moyen naturel de lutte contre les maladies infectieuses, et donc savoir gérer intelligemment ce symptôme au lieu de le combattre, je dirais, bêtement. L'autonomie en apprenant aux gens à utiliser, par exemple, les huiles essentielles. La plupart des mères de famille sont tout à fait capables, avec quelques conseils, de les utiliser pour le bien-être de leur famille. Bon, voilà quelques rebondissements. Et quant à la plainte, j'en avais entendu parler, mais je remercie le professeur de nous avoir donné tous ces détails qui nous donnent l'espoir que ces procédures puissent aboutir à terme. Et ce n'est, d'après ce que j'ai compris, que le début. Donc, merci, professeur Taito. Merci. Merci à toi, Philippe. On a déjà de loin dépassé l'heure que nous était impartie pour cette émission, mais c'était passionnant. Sachez, chers amis, qu'on devait aussi accueillir Astrid Stuckelberger. Il y avait aussi David Bouillon qui devait venir. J'avais aussi invité d'autres comme Grégory Pamard, comme Stéphane Gaillet, Laurent Montelino. Bon, ils n'ont pas forcément pu se joindre à nous. Il y en a d'autres encore. Mais rassurez-vous, ce sont des amis. S'ils ne sont pas là aujourd'hui, ils seront là une autre fois. Ils reviendront sur TVADP parce que c'est aussi leur place, autant que celle que vous voyez sur votre écran. Je voudrais vous demander un petit mot de la fin à chacun.
tout d'abord bien remercier aussi tous les internautes qui nous suivent là, non seulement en direct, mais ceux qui regarderont en replay. Merci aux habitués, hein, Saméo, Licorne des Alpes, Adib, Vortex, etc. Merci pour vos commentaires. Un petit coucou spécial à Dominique Guillet qui a rejoint cette émission et qui nous a écoutés. C'est un honneur pour moi. Voilà, je vous laisse maintenant un petit mot chacun. Et puis, si vous voulez bien, on va en rester là pour cette fois-ci. Et d'avance, je vous souhaite tout de suite à chacun, ceux qui nous écoutez, ceux qui sont là en face de moi, un très joyeux Noël, une belle fête de la Nativité, une belle fête pour le futur réveillon. Alexandrine. Moi, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un très, très joyeux Noël, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, de garder surtout espoir parce que je pense qu'on est vraiment sur un point de bascule et qu'on va commencer à voir de belles choses, et de vous connecter tous, essayer un petit peu à l'humain, au respect, au partage, à la lumière, à l'amour, à la paix, à toutes ces valeurs que je pense disparaissent doucement, mais qu'il faudrait peut-être réactiver un petit peu, avoir un peu plus de compassion, un petit peu plus d'attention pour son voisin, ses proches. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et que je vous envoie pour ce Noël. Je vous souhaite de bien réveillonner, d'être en famille, d'être entouré, d'être aimé. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci Alexandrine. Laurence? Voilà. Alors, effectivement, ça me paraît difficile de vous souhaiter vraiment une excellente année 2025. Moi, je vais vous souhaiter d'être surtout plein de courage, plein de générosité, plein d'amour, très bien entouré, de garder votre sang-froid, de vous souvenir que la charité est une vertu chrétienne essentielle, ainsi que la compassion. Qu'il faut également être capable de pardonner. Le pardon, ça n'implique pas d'effacer les fautes. Le pardon est pour moi synonyme de justice pour chacun. Nous n'avons pas besoin d'être sans cesse dans la colère parce que cette énergie-là, qui peut être constructrice, elle peut aussi nous ronger. Et donc, il est important de garder une forme d'élévation spirituelle, quelles que soient nos croyances, pour pouvoir transcender tout ce que nous vivons et pouvoir donner une signification à cela, qui sera une signification lumineuse et de renouveau, de reconstruction. Voilà, donc je vous embrasse tous et toutes et pensée toute particulière pour tous les enfants du monde qui souffrent aujourd'hui et qui, eux, ont peut-être perdu l'espoir. Redonnons-leur cet espoir en l'humain et donnons-leur envie de grandir. Merci Laurence, beaucoup d'espoir à tous et je confirme ce que tu disais, la colère, il faut se l'apprivoiser pour pas qu'elle nous détruise et j'en sais quelque chose. Philippe? Oui, effectivement, la colère, je connais, je suis passé par des phases où elle était très forte avec le mal que l'on m'a fait pendant 30 ans. Grâce à Dieu, mais vraiment grâce à Dieu, j'ai pu dépasser ce stade, m'en libérer pour une grande part. Et je rejoins tout ce que dit juste avant moi, la force du pardon, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes tous très vulnérables, très faillibles. On l'a vu dans cette crise du Covid, comment les comportements de la population en général, de la société, combien nous avons été déçus de l'homme qu'on croyait évoluer et qui finalement revenait à des penchants fort détestables, mais très humains malgré tout. Donc, charité, pardon, bienveillance, et nous élevons par l'amour, de nous élever vers le meilleur de ce que l'homme est capable. Et moi, je crois en cet avenir, réellement, sincèrement. Voilà. Bon Noël à tous. Merci beaucoup Philippe. Alors on a perdu Joseph Tricot là, pour petit problème de connexion. Ça lui arrive assez souvent. J'étais déjà satisfait que ça ne lui arrive pas pendant qu'il nous parle. Je voudrais proposer à Eric Montana de passer à l'antenne. Vous saluez également, messieurs, dames. Eric, si tu nous entends, je veux bien que tu viennes parce que tu es tout de même le chef d'orchestre de cette chaîne télé. Et je pense que tu as aussi des choses à dire à la fois à nos invités du jour et aussi à nos internautes.
Oui, un modeste chef d'orchestre, hein, parce que un chef d'orchestre sans musicien, il brasse du vent. Donc merci à toi, merci à tous les médecins, merci Philippe, merci Laurence, Alexandrine, Joseph, tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir sur TBADP et qui ont participé à cet éveil massif des consciences. Alors évidemment, on ne réussira pas à faire basculer les peuples dans leur intégralité, mais on sait très bien que les grands changements historiques sont toujours le fait des minorités conscientes et agissantes. Et en l'occurrence, cette rupture qui a lieu aujourd'hui entre les médecins qui ont gardé un sens de l'éthique, un sens de la morale, et puis les médecins de la médecine marchande qui, eux, sont liés à des intérêts avec Big Pharma, évidemment, génère beaucoup de méfiance dans l'opinion publique. Donc, votre rôle est essentiel pour faire comprendre aux gens que, en dehors de Big Pharma et de ses intérêts financiers, il y a des médecins qui sont attachés à leur mission, à leur vocation, parce que être médecin, c'est une mission et à la fois une vocation. Ceux qui se souviennent de ça méritent tout notre respect, toute notre admiration et toute notre gratitude. Alors je veux vous remercier collectivement, mais à travers vous, tous ceux qui participent au combat de la vérité et de la justice. Merci à vous d'avoir fait de TBADP cette chaîne de réinformation qu'elle est devenue en l'espace de 3 ans. 3 ans, c'est presque un âge de chat. Hein. Ça voudrait dire qu'on a 21 ans et qu'on est majeur maintenant, puisqu'on sait que la durée des médias indépendants est généralement très courte. Nous, on tient parce que justement, on s'est tenu à l'écart de l'argent. Nous sommes tous des bénévoles et nous sommes tous là par idéal pour essayer d'avertir nos frères humains des malheurs qui nous guettent. Et si nous parvenons au moins à ouvrir l'attention de l'un d'entre eux, eh bien, grâce soit rendue à Dieu. Voilà, mon cher Doc, ce qu'avait à dire le chef d'orchestre. Merci beaucoup. Chers amis, merci de partager cette émission autant que vous le souhaitez et que vous le voulez. Nous avons déjà des projets pour 2025, des nouveaux venus et puis d'autres plus anciens. Il y a déjà Nicole Delépine qui est chargée de revenir. Il y aura aussi le docteur David Guillaumin qui va venir pour la première fois pendant le mois de janvier. Il y aura aussi, ça y est, son nom m'échappe, Édouard Broussalian, dont le bouquin va bientôt sortir. On a des projets. Alexandrine, ce sera peut-être pour janvier, mais peut-être aussi un petit peu plus tôt si besoin. Ah bah voilà, Joseph, il va pouvoir nous donner son petit mot de la fin. On allait partir sans toi, Joseph. Voilà. On s'apprêtait à terminer l'émission. Juste un petit mot pour nos auditeurs. Et puis, le petit mot, 5 années dernières, quand il était l'incendie à Notre-Dame, moi, je me suis trouvé là à Paris. Je voulais aller à prier à Notre-Dame. Je me suis trouvé en face de cet incendie chimique, très important, etc. Et j'ai pleuré. J'ai mes photos magnifiques, j'ai des photos uniques, si vous voulez, faites au moment de l'accident. Et moi, je souhaite maintenant pour Noël d'aller à prier à Notre-Dame qui s'est réouvert, même si la cérémonie était très politique. La chose qui est importante est notre témoignage de foi vers l'humanité, vers la chose que nous avons entre nous, cette foi dans l'avenir de l'être humain. Et ça, c'est la chose importante qui nous permet d'avancer et d'être conscient. On sait à quel point la maman est importante pour un Italien. Oui, ben, tu sais, notre matrice catholique, chrétienne, etc., nous a accompagnés depuis l'enfance.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces valeurs de la famille, de la vie, des enfants, etc., de la protection de notre humanité, avec toutes les choses que nous avons bâties, même à travers les guerres, etc. Quand j'écoute des hommes politiques qui te disent « Ah, mais la guerre est nécessaire parce qu'elle prépare la paix ». Non, ce n'est pas vrai du tout. Nous avons une philosophie qui est la philosophie de bâtir la paix. Et bâtir la paix, il veut dire avoir une grande confiance dans la nature de l'être humain et dans sa spiritualité. Autrement, nous ne serons pas là. Nous ne sommes pas des êtres qui veulent se développer de guerre en guerre. Ça, c'est une erreur historique fondamentale. Le personnage historique au divin de Jésus-Christ, il a montré ça. Il a lancé le message qui était fondamental sur le plan historique, c'était le message de l'amour, pas de la guerre, qui est dans une époque où tous les autres étaient des ennemis, doivent être tués. Et Jésus arrive et dit non, c'est l'amour avec les autres, même avec les autres qui sont tes ennemis. Donc ça, c'est la vraie révolution dans l'histoire de l'humanité moderne. Et moi, je suis fier comme chrétien, comme catholique, comme personne qui croit d'avoir cet héritage. Je n'ai pas peur de le dire. Au contraire, je désire partager cet héritage avec les autres. Et mon message pour Noël, c'est un message ça. C'est-à-dire la naissance du Christ, c'est l'exemple de la naissance de chacun de nous qui, tout le temps, tous les jours, il redevient, il touche une partie de sa divinité qu'il est entre nous. Voilà. Merci. Alors, croyants ou non, bonne fête à tous de la Nativité. Et on va retenir Civis Pacem, Para Pacem. Si tu veux la paix, prépare la paix. Absolument. À très bientôt à tous. Merci beaucoup de votre temps dans cette émission. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir. Pardon, Doc. Juste une petite merci à tout le monde. Juste une petite intervention brève. Un de nos internautes nous propose de nous souvenir du docteur Olivier Soulier. Et bien évidemment, on a une pensée fraternelle pour lui. Que Dieu veille sur lui. Merci. Oui. Nous penserons également prochainement à rediffuser une émission que vous avez faite qui était magistrale sur la corruption dans la médecine et dans la science. Oui. Absolument. Bravo. Merci Doc. On peut fermer la boutique. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir à tous. Et au revoir.